Madame, monsieur, bonsoir. Des rafales à près de 200 km/h, une forte houle, une vague qui se déverse sur le boulevard de Basse-Terre. L'ouragan Maria, ce phénomène de catégorie 5 n'a pas épargné la Guadeloupe, principalement les îles du Sud, Marie-Galante et les Saintes. Le bilan provisoire fait état d'un mort, de 2 disparus et d'énormes dégâts. Dans cette édition, nous nous rendrons à Marie-Galante, aux Saintes. Nous recueillerons également les témoignages de nos reporters qui étaient sur le terrain. Mais d'abord, revenons sur cette nuit interminable, avec un ouragan qui a frappé la Guadeloupe durant près de 12 heures, l'avant, pendant et l'après Maria. C'est le film de la nuit préparé par Jackie Massico. Comme annoncé, elle était au rendez-vous cette nuit, venue comme tous les ouragans de mauvaise réputation du Cap-Vert. Maria a fait vivre une nuit de cauchemar aux Guadeloupéens. L'enfer sous les tropiques avec des vents d'une rare violence soufflant en rafales, de fortes précipitations, mais surtout cette houle cyclonique destructrice qui a frappé de plein fouet le littoral sud de la Guadeloupe. Du coup, partout, les images sont quasiment les mêmes. Elles parlent d'inondations, de destruction, de réseaux tout azimut hors service, des dégâts selon les premières estimations considérables. Il y a eu un certain nombre de dégâts sur les infrastructures communales, sur la route nationale numéro 2 et sur les routes départementales. Aussi dans les rivières, les enrochements, au cimetière. Et en particulier, la perte la plus importante que nous avons subie, c'est la toiture de la tribune du stade qui s'est envolée carrément. En revanche, pas de pertes en vie humaine, si ce n'est ce décès accidentel à Capesterre-Belo, juste après le passage du cyclone. Nous avons couché à terre là, de nos demi-glacés, tout taillé en sang, effectivement. Et puis, moi, je bois là, ça, il décrochait du bois là, selon ça, il est tombé sur taillé. Par ailleurs, 2 personnes sont portées disparues au large de la Désirade. Officiellement, 40% des foyers sont privés d'électricité, soit un total de 80 000 abonnés environ. 25% des clients du téléphone fixe en sont privés, particulièrement touchés. Les îles de la Désirade et des Saintes. Une nuit de cauchemar, mais déjà la Guadeloupe pense ses plaies. Ainsi va la vie. Et dès le début, le phénomène a surpris par la rapidité de son renforcement. Il n'a cessé de s'intensifier. Prenons des nouvelles de ce phénomène avec Régis Marek, prévisionniste à Météo France. Bonsoir, monsieur Marek. Bonsoir. Durant une bonne partie de la journée, on a assisté à des rafales et des précipitations. Où se situe exactement le phénomène, Maria ? Alors Maria continue à s'éloigner, donc le centre est actuellement à 272 km de la Guadeloupe, donc au nord-est, en Caraïbes. On a pu observer quand même une franche amélioration en ce qui concerne le vent en fin d'après-midi. Là, on a des valeurs de vent qui sont nettement plus basses et puis on a eu moins de pluie sur les 6 dernières heures également. Mais donc il faut quand même donc être encore assez vigilant pour la nuit. On peut avoir des remontées orageuses. Là d'ailleurs on observe actuellement une ligne d'orage au large de la Martinique et qui remonte actuellement sur la Dominique. Elle devrait nous traverser dans le courant de la nuit également. Il faut également donc faire attention à la mer, puisqu'étant donné que l'ouragan est actuellement donc en Caraïbes depuis plusieurs heures, donc il génère une forte houle. Donc il faut s'attendre ce soir d'ailleurs à un renforcement de la houle d'ouest côté Caraïbes. Donc voilà. Le phénomène se dirige actuellement vers les îles du Nord ? Alors il commence à s'éloigner aussi des îles du Nord. Là il est passé au plus près, donc il est plutôt sur une trajectoire d'éloignement. Il est actuellement à 177 km de Saint-Barthélemy. Mais donc les îles du Nord subissent encore les effets, donc avec un vent moyen de l'ordre de 80 km à l'heure, des rafales qui peuvent dépasser les 100 km à l'heure, et puis une mer qui est très forte avec des creux proches de 5 mètres au cours de la nuit et qui s'abaisseront demain entre 3 et 4 mètres.
Merci beaucoup, Monsieur Marek, d'avoir répondu à nos questions. Sur le terrain maintenant, on le disait, les îles du Sud ont été fortement impactées par le passage du cyclone. Aux Saintes, les vents étaient soutenus durant toute la nuit, de fortes précipitations également. Ce matin, on pouvait apercevoir des dégâts ici et là. Plus de précisions avec Mélodie Stevenson, qui est avec nous en direct par téléphone. Bonsoir, Mélodie. Quel premier bilan peut-on dresser suite au passage du phénomène ? Bonsoir Jérôme. Écoutez Jérôme, la situation au Saintes est difficile. Depuis hier soir, on n'a ni électricité ni eau. Le relais d'EDF a été arraché. Il est plongé dans le noir. Sachez que tous les commerces sont fermés, qu'il y a très peu de gens dans les rues. La partie de l'île la plus touchée se trouve à l'ouest, au Pain de Sucre. Là-bas, on a vu des toitures arrachées, des arbres déracinés, des barrières en béton par terre et des volets roulants dans les arbres. Le bateau de la compagnie Nice-Guadeloupe a été fracassé par la mer et il s'est échoué du côté de l'hôtel Bois-Joli et qui lui aussi a été bien ravagé. Les Saintois ont déblayé toute la journée avec les pompiers dans les rues. Ici, au Saintes, il n'y a aucun mort ni blessé, mais les habitants ont eu très peur. Ils sont en état de choc et comparent Maria au phénomène Hugo. Merci à Mélodie pour toutes ces précisions. Après les Saintes, Marie-Galante, l'île aux 100 moulins qui hier déjà voyait la mer se former. On fait le point sur les dégâts avec Franck Aristide qui est sur place. Ici sur le port de Grandbourg, comme un peu partout à Marie-Galante, la vie reprend tout doucement. L'activité ce soir, après 24 heures d'un silence quasi morbide sur l'intégralité de l'île, on a pu voir les services municipaux s'activer, des personnes nettoyer devant chez elles, signe que cela s'améliorera encore. Les rotations devraient reprendre vers Pointe-à-Pitre dès demain. Merci Franck pour ces précisions. Et justement, certains habitants de Marie-Galante ont refusé de quitter leur habitation malgré les consignes. À l'arrivée, quelques dégâts. On voit tout ça en images cette fois avec ce reportage de Franck Aristide et Emmanuel Gir. Dans son sillage, Maria a laissé quelques stigmates. Des bateaux échoués, des plages quasi disparues, car c'est le littoral marie-galantais qui a été la principale victime du courroux de l'ouragan. Entre Capesterre et Grandbourg ou encore à Saint-Louis, la route est encore ce soir marquée par les éboulements ainsi que par le déferlement des flots. Ici, les inondations sont encore bien présentes. Plus loin, dans l'intérieur des terres, quelques poteaux, quelques arbres, quelques clôtures n'ont pas résisté à la violence du phénomène. À l'usine de Grand-Anse, la tôle s'est froissée. Mais au final, au regard de la violence avec laquelle Maria a frappé l'île, Marie-Galante s'en sort plutôt bien et pense déjà ses blessures. On en vient au sud Basse-Terre. Là aussi, les prévisions ont été justes. Et il est clair d'ailleurs, information très importante, on le disait, les images ont beaucoup de mal à nous parvenir des îles du Nord. Mais dans le sud Basse-Terre, du vent, de la pluie, une mer très agitée avec des creux de 8 à 10 mètres, on en parlait. Pour preuve, cette image impressionnante, cette vague qui s'écrase sur le boulevard du chef-lieu. Edilia Eugène Mormen nous a rejoint. Bonsoir Edilia. Bonsoir. Alors, vous étiez sur place toute la nuit. On l'a vu, la situation était particulièrement difficile dans le sud de la Basse-Terre. Oui, effectivement. Donc, vous avez vu ces images impressionnantes, un boulevard de Basse-Terre méconnaissable. Déjà, la veille au soir, ça nous avait marqué de le voir vide, alors que d'habitude, il est si animé, surtout la nuit. Bon, là, le lendemain, méconnaissable, avec des plages même qui s'étaient formées par endroits, avec des amas de sable, inondations par d'autres. On voit que ça va prendre du temps à le reconstruire. Et jusque dans l'après-midi, il y avait encore des creux de 5 à 6 mètres tout près des barrages rocheux, quoi. Alors d'ailleurs, vous avez recueilli quelques témoignages. Je propose de les écouter. Je n'ai pas monté bord, traverser la rue là pour y venir bord bailler là. Et marcher c'est les nouvelles, mais pour moi l'emmener monter machin. Oh non. Heureusement quand même ils fait évacuer. Si pas évacuer en cas de ça peut être plus dramatique là. On ne peut pas arrêter ici pour me chercher des moyens possibles que possible pour me sortir ici. Parce que par rapport à la mer, ça bouleverse beaucoup même.
Voilà, donc on l'a vu, des témoignages assez forts quand même, Edilia. Oui, alors là, il s'agissait des habitants de Rivière-des-Pères qui ont été vraiment inondés. Ils sont vraiment en première ligne à peine 10 mètres du littoral. Donc leurs habitations sont touchées. Ils avaient été évacués. Mais aujourd'hui, le débat dans le quartier, c'est est-ce qu'on va rester ou pas? Parce qu'ils commencent vraiment à s'inquiéter de ces montées des eaux qui sont de plus en plus fréquentes. Alors, sur le plan personnel, comment est-ce que vous avez vécu le passage de ce cyclone? Écoutez, nous, on est partis en confinement avec les pompiers, donc dans la caserne des pompiers de la ville. Le confinement, c'est quand même assez particulier parce qu'on n'a pas ou peu de réseau, donc les informations viennent par bribes. On se cantonne à ce qu'on a et à ce qu'on voit. Nous, ce qu'on voyait et qu'on entendait, c'était les rafales de vent. On les voyait à travers les arbres qui bougeaient. On les entendait énormément. Si vous voulez, au pic de l'événement, entre 2h et 3h du matin, c'était tellement fort qu'on avait des tympans on avait la sensation des tympans qui explosaient, littéralement comme si on nage trop profondément dans l'eau, par exemple. Donc là, on commence à spéculer et à craindre vraiment que... Ce qui peut se passer, voilà ce qui peut se passer, de découvrir un paysage de désolation le lendemain. Donc bien sûr, voilà, à 8h, quand les premiers repérages sont autorisés, c'est plutôt le soulagement de voir que les bâtis n'ont pas souffert. Et puis après, c'était les routes barrées. Et le matin, comme ça, avec Jean-Marie Mavoundi, c'était compliqué de circuler dans les rues bastériennes? C'était très compliqué de circuler. Les habitants se sont organisés tout de suite. Ils se sont organisés. Il y avait plusieurs voitures qui circulaient dans toute la Basse-Terre pour essayer de déblayer. Ils ont été aidés par les pompiers. Donc ça s'est mis en place très rapidement. Mais le chantier était énorme. D'ailleurs, jusqu'en fin de journée, il était impossible de circuler sur la N1 qui relie la Basse-Terre à Pointe-à-Pitre, parce qu'il y avait des arbres penchés sur la route. Donc voilà, le chantier sera en tout cas très long à déblayer de ce côté-là. Merci Edilia. La maire de Basse-Terre est avec nous en direct par téléphone. Marie-Luce Panchard, bonsoir. Bonsoir. Alors nous avons vu quelques images, nous avons entendu des témoignages également. Quel premier bilan dressez-vous après le passage de l'ouragan? Vous savez, lorsque vous regardez la situation du Sud-Basse-Terre, les dégâts sont très importants. Mais pour autant, je considère que face à un ouragan majeur comme Maria, la ville de Basse-Terre a bien résisté. Il y a beaucoup de dégâts, il faudra reconstruire, mais tout n'est pas perdu. En tout cas, moi, je veux passer un message d'espoir. Il faut qu'on se retrousse les manches, qu'on se mette tous au travail, pour que cet épisode qui a marqué tous les Guadeloupéens, nous puissions l'oublier très vite. Alors la première des choses, c'est effectivement permettre aux gens de retrouver une vie normale. Ça commence par le fait qu'on doit dégager les routes, qu'on doit permettre l'accès aux services publics. Donc la veille du cyclone, au niveau de la ville, j'avais déjà réquisitionné 2 entreprises pour commencer le nettoyage pour ce qui concerne les routes communales. Nous avons pris contact avec Routes de Guadeloupe pour les axes qui concernent les routes qui sont gérées par le département et par la région. Et bien évidemment, ce qui nous importe, c'est de permettre que la vie reprenne, c'est-à-dire faire un état de la situation de nos écoles, pour que très rapidement, nos enfants puissent reprendre le chemin de l'école. Alors, Madame Panchard, avez-vous été surprise par la violence de ce phénomène? Vous savez, j'ai regardé ce phénomène et très vite, j'ai compris, au vu des différents bulletins météorologiques, qu'il fallait faire extrêmement attention parce qu'il nous a montré qu'il montait en intensité dans des délais très courts. Et c'est vrai qu'on a connu Hugo. J'en ai parlé lorsqu'on a eu le passage d'Irma, de dire que Hugo était encore présent dans les mémoires et de faire attention. Et je ne me suis pas trompée parce que vraiment j'ai vu la violence de cet ouragan et je dis, bon, on a beaucoup de dégâts, mais s'il était passé sur la Guadeloupe, l'œil du cyclone, je pense que ça aurait été catastrophique. Parce que ce qu'on a vécu pendant les heures à Basse-Terre, je crois que je ne suis pas prête de l'oublier, comme beaucoup de Basse-Terriens, comme beaucoup de Guadeloupéens, Maria a marqué nos esprits, c'était particulièrement angoissant. Mais tout ça, il faut le surmonter. En tout cas, nous les élus, nous qui sommes en responsabilité,
Et puis, je veux le dire, Basse-Terre a subi des épisodes très durs avec les événements de la Soufrière, avec Marilyn, avec d'autres ouragans. Nous avons fait face. Eh bien, nous allons nous mettre au travail. Nous avons participé au rééquilibrage de ce territoire pour que le chef-lieu retrouve son dynamisme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Panchard, d'avoir répondu en direct par téléphone à nos questions. Et à Bouillante, c'est surtout l'eau qui a provoqué d'énormes dégâts. Des images impressionnantes. La rivière Boursault a envahi le quartier de Pigeon. Voyez le reportage de Rodrigue Lamy. Toute la nuit, l'assaut des vagues ronge les côtes de la petite commune de Bouillante. Au petit matin, le champ de bataille laisse place à un spectacle de désolation. La rivière Boursault, si paisible d'habitude, révoltée, reprend ses droits, occupe son lit et dévaste tout le quartier de Pigeon. Le pont Boursault, disparu, laisse place à un torrent. L'eau est montée ici à près de 2 mètres selon les habitants. Impuissants, ils ne peuvent que constater. Pression de l'eau là, et peut-être tout ça est jaune. Moi, marché, c'est marché la nuit. Et bien, nous, l'homme est là, vers rivière là. Et quand il fait, nous t'es débarrassé marché là quand même. Mais le très peu de choses nous laisser à nous pas tout voyer. Car il était toiture là, avec 4 poteaux là, c'est tout. Et tous font le même constat. L'ouragan Maria ne leur a laissé aucune chance. C'est bon matin là, nous va venir. Nous passons il a fait des dégâts là, ça. Voilà, oui, là, nous faisons bon petit brin dedans. Mais nous tirons ça, nous te tirer. Le boulevard maritime de Pigeon, dorénavant, impraticable. Sur tout le territoire, des dégâts matériels. Heureusement, aucune victime à déplorer. La Grande Terre, maintenant. Selon les prévisions, la trajectoire du phénomène concernait beaucoup moins cette partie du département. Mais ça, c'était selon les prévisions, car la réalité était tout autre. Illustration avec ce reportage de Maëva Myriam Poney. Quartier de Belle-Plaine, des secouristes d'un jour. À l'aide d'un canoë-kayak, ramenant une sexagénaire coincée par la montée des eaux dans son habitation. J'ai eu un peu peur, mais c'est la première fois qu'on a eu autant d'eau. Dans ce quartier, la solidarité s'est vite organisée. Toutes les maisons sont remplies. On a déjà retiré pas mal de personnes chez eux. Et là, il y a quelques personnes qui ne peuvent pas sortir. Mais sinon, c'est difficile. Venir en aide aux plus vulnérables, comme une belle leçon de vie. On est venu pour aider spontanément, quoi, en fait. Hein. C'est un geste naturel. Puis les enfants, il faut qu'ils apprennent ce genre de comportement, d'attitude. Et qu'ils sachent que voilà, quand il y a des gens qui ont besoin de coups de main, et ben, d'être présents. Mais c'est un acte citoyen, tout simplement. Hein. Belle-Plaine, un quartier construit sur une mangrove. La nature a décidé de reprendre ses droits. Grâce à l'initiative des résidents, c'est une 60aine de personnes secourues et placées dans les abris de la commune. En milieu de matinée, les sauveteurs aquatiques sont arrivés pour s'assurer que tous les habitants avaient bien été évacués. À Pointe-à-Pitre, ce sont surtout les précipitations qui ont provoqué d'importantes inondations. Illustration avec ces images amateurs qui font le tour des réseaux sociaux. On y voit également des voitures complètement prises au piège par la montée des eaux. Gilbert Pesma, journaliste à Guadeloupe Première, nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir Gilbert. Bonsoir. Durant une bonne partie de la nuit, vous étiez sur le terrain. Comment avez-vous vécu ce phénomène ? Avec d'abord curiosité, la curiosité du journaliste, l'angoisse aussi et l'inquiétude du citoyen, parce qu'on avait le sentiment, Jean-Marie Fiopion, Frédéric Soundouayen et moi-même, qu'il allait se passer quelque chose. Et on se pressentait déjà que l'agglomération pointe-croise serait inondée. C'était quand même difficile de pouvoir circuler à partir d'une certaine heure ? Non, on n'avait pas. Dans un premier temps, il n'y avait pas de difficulté pour circuler. Mais vers 22h30, 23h, à partir de 23h, quand les vents se sont renforcés, il y a eu des chutes d'arbres. Par exemple, nous nous sommes retrouvés sur la plage de la Datcha devant un mur d'eau et à Jarry sur la voie verte, par exemple, où des arbres sont tombés juste devant notre véhicule.
Alors, vous attendiez-vous à autant de dégâts? Quand on a vu au petit matin, on a vu également que vous étiez sur le Facebook Live de Guadeloupe Première. Il y a eu pas mal de dégâts. Il y a eu beaucoup de dégâts. On s'y attendait quand même, parce que quand on a vécu, par exemple, Hugo en 1989, quand on a vu Louis, quand on a vu Marilyn, quand on a écouté les prévisions de Météo France, on s'attendait à des dégâts sur le littoral et aussi aux inondations. Ce n'est pas forcément une surprise. En tout cas, c'était pas une surprise pour moi ce matin. Alors, la radio était toute la nuit et quasiment toute la matinée à l'heure de l'ouragan Maria. On a entendu pas mal de témoignages. On a eu le sentiment, Gilbert, que la population a été quelque peu prise de court, peut-être parce que le phénomène s'est amplifié en peu de temps. Oui, je crois que on ne s'attendait pas à avoir un ouragan de classe 5 sur la Guadeloupe, puisque même dans l'après-midi, on nous disait qu'Irma était passé en classe 3, pourrait toucher le sud de la Basse-Terre, passer entre la Dominique et les Saintes en catégorie 3, Maria en catégorie 3. On ne s'attendait pas à avoir un ouragan en classe 5, et je crois que l'inquiétude est très très forte. On l'a ressenti dans les témoignages, dans les appels téléphoniques, et on sentait quand même qu'il y avait une certaine angoisse. Merci beaucoup Gilbert Pesma d'avoir témoigné dans ce journal. Et bien évidemment, une cellule de crise a été installée en préfecture. Elle a même dû être déplacée à Saint-Claude en raison de la force des vents. Le préfet de Guadeloupe, Éric Maire, est avec nous en direct par téléphone. Bonsoir monsieur le préfet. Quelques heures après le passage de Maria, quel premier bilan peut-on tirer? Bonsoir, oui. Je voudrais dire que le centre opérationnel départemental est activé 24 heures sur 24 depuis 15 jours. Alors, un premier bilan. Bon, déjà, ce que l'on peut dire, c'est que compte tenu de l'intensité de cet ouragan, finalement, les dommages sont relativement modérés. Donc, s'agissant des personnes, nous avons enregistré 2 décès, pas de blessés à notre connaissance. Le service départemental d'incendie et de secours a enregistré 300 demandes, ce qui correspond à un triplement de son activité et ce qui n'est pas énorme compte tenu du phénomène. Alors ensuite, ce sont des dégâts matériels qui sont enregistrés, donc des arbres qui sont tombés sur les routes, des réseaux téléphoniques, des réseaux d'électricité qui sont détruits avec des poteaux à terre, et quelques problèmes sur des réseaux d'eau à certains endroits. Nous n'avons pas de gros problèmes de santé, quelques questions ponctuelles qui sont prises en charge, par exemple de l'eau pour des dialysés. Donc tout cela est traité au centre opérationnel. Voilà, donc dans la mesure où ce sont des dégâts matériels, il nous faut maintenant remettre en état les routes et les réseaux. Alors quelques éléments. Donc EDF, c'est 40% des abonnés, soit 81 personnes qui n'avaient pas de courant ce matin. EDF fera un point demain matin. Pour le téléphone fixe, 25% des abonnés n'ont plus de téléphone. Pour les routes de Guadeloupe n'ont pas quantifié. Et nous avons de nombreuses routes qui restent très encombrées et très dangereuses. C'est pour cela que je maintiens le niveau gris demain matin, pour permettre aux services de travailler et de remettre en état le réseau routier. Et vers midi, nous passerons soit en jaune, soit en orange, pour que l'activité normale puisse commencer à reprendre. Donc avant de revenir au vert, monsieur le préfet, vous confirmez en fait qu'on va d'abord repasser en orange? Orange ou jaune, ça dépendra de la situation. Mais ça sera demain midi? Oui, je pense à mi-journée, en fonction de l'avancement des travaux de remise en état des routes. On aura compris que, en tous les cas, de toute manière, la population doit rester confinée. Ça voudra dire au moins jusqu'à demain midi. Un mot, monsieur le préfet, sur la visite de la ministre des Outre-mer? Alors, pour l'instant, la visite n'est pas tout à fait définie. J'attends qu'elle atterrisse à Pointe-à-Pitre pour voir avec elle les détails du programme. Elle devrait arriver quand? Elle arrive ce soir à Pointe-à-Pitre. D'accord. On a également parlé d'une arrivée de militaires venant de la Martinique, peut-être des pompiers du SDIS? Oui, alors nous avions déjà prépositionné 111 militaires de la sécurité civile du côté de Pointe-à-Pitre.
Donc ces forces sont dans l'action, ainsi qu'une centaine de jeunes du service militaire adapté. Et arrivent en renfort 160 personnels. Merci beaucoup, monsieur le préfet, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous étiez en direct. Des nouvelles maintenant de la Martinique, qui a également affronté le cyclone Maria. Il a été moins touché que la Guadeloupe. La Martinique qui devient également le nouveau hub pour venir en aide à la Guadeloupe. On fait le point avec Catherine Gagné-Cléon. Les voitures circulent de nouveau, les commerces réouvrent, même s'il y a des inondations à certains endroits. Mais ce qui inquiète le plus en Martinique, ce sont ces coupures incessantes, puisque 70 000 foyers sont encore privés d'électricité. Sur les routes, il y a encore des feuilles, des branches, des détritus qui jonchent le sol. L'aéroport a réouvert ses portes, il n'a subi aucun dégât. Les premiers gros porteurs devraient arriver d'une minute à l'autre. L'aéroport qui devient le point central de distribution, puisque toute l'aide humanitaire sera rassemblée ici et envoyée vers les îles les plus touchées. Demain, les établissements scolaires pourraient réouvrir, mais les services de l'État n'ont pas encore donné leur feu vert. Voilà pour un point sur la Martinique. En Guadeloupe, on le disait, l'heure est maintenant au bilan. Écoutez ces réactions des maires de Capesterre, de Marie-Galante, Baïf et Goyave. Ils répondent aux questions de Jackie Massico. Au niveau des routes, les poteaux électriques et puis bien entendu le littoral de Capesterre. Alors là, c'est vraiment une catastrophe, la plage de la Feuillère. Au dire des policiers et de ceux qui sont déjà venus en mairie, la plage de Capesterre est vraiment en très mauvais état. Le plus dur dans la nuit, ça a été d'être sans téléphone, sans portable, ne pouvant joindre personne, aucun contact, même pas des radios, on n'a pas pu avoir des radios. Beaucoup de dégâts naturels, mais aussi beaucoup de dégâts sur les réseaux électriques, téléphoniques et puis toutes les habitations dans les hauteurs. Je pense que les agriculteurs ont aussi pris un bon coup. On ne peut pas encore évaluer, mais cela paraît considérable. D'ici une semaine, je pense que ça prendra du temps. C'est une nuit très longue et très difficile, bien sûr. Nous n'avons pas eu à déplorer justement de victimes, que ce soit sur un plan physique particulièrement. En revanche, oui, il y a eu des dégradations matérielles. Pas d'eau, pas d'électricité depuis bientôt 24 heures. Et complètement impacté en plein cyclone, en plein événement. Nous connaissons aussi le nombre de maisons qui ont subi, dont les toitures ont été emportées. Les Guadeloupéens, on le sait, ont la culture des cyclones. Sitôt le plus gros du phénomène passé, un élan de solidarité s'est mis en place, parfois entre voisins. C'était le cas ce matin à Goyave. Voyez le reportage de Rémi Senneville. Des arbres et des poteaux électriques couchés sur la route, il en faut plus pour décourager ces habitants des hauteurs de Goyave. Certains avaient prévu le coup et s'étaient préparés à dégager les accès dès que possible. Une solidarité qui s'est mise en œuvre comme un réflexe. Et chacun comme il peut a prêté main forte. On constate qu'il y a l'eau dégâts et il y a l'eau vent. Et voilà quoi. Nous pas ni lumière et nous pas ni téléphone non plus, mais vu des gars là qui sont là, donc voilà. Même si chacun a un cas à l'eau, mais les gens des gars comme ça, il faut nous l'emmener. Et même si la nuit a été difficile, tout le monde est sauf. Ce coup de main est une façon pour se rassurer entre voisins. On sortait, on va regarder la télévision là, on prend une nouvelle assez machette, on première, puis après on prend quelques mois après, tout ça, alors c'est ça, mais après, donc il vivait, s'il n'a pas moins, tout ça va être dormi. Mais une heure de sommeil, c'est tout, hein. On va pas faire plus. La voie est dégagée, ces riverains sont rassurés, mais l'élan de solidarité est plus fort. Ils vont continuer comme ça toute la matinée. Rémi Senneville qui nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir Rémi. Bonsoir Jérôme. Alors vous étiez très tôt sur le terrain et malgré les consignes dues à la vigilance grise, c'est-à-dire le confinement sauf pour les secours, l'élan de solidarité a été beaucoup plus fort. Oui, bien sûr. En réalité, c'est toujours le cas puisque chaque fois qu'il y a un malheur ici, nous savons les Guadeloupéens réagissent. Et nous avons une culture du cyclone. Donc les gens sont avertis, ils savent à peu près comment les choses se passent. Alors à la faveur de ce qui s'est passé dans le passé, c'est-à-dire Hugo qu'on a vécu, mais surtout Irma qui était imminent, les gens ont respecté les consignes. Mais
ce qu'on sait gérer moins bien, c'est l'après-cyclone. Alors, l'après-cyclone, tout le monde essaie de sortir de chez soi, tout le monde essaie de nettoyer, d'aller au secours d'autres voisins éventuellement. Et donc, la solidarité joue toujours. Alors, ce qui fait que très tôt, les gens étaient avertis. Ils avaient même préparé, les personnes qu'on a vues là, avaient même préparé le matériel. Et tout de suite, je les ai vus en un quart d'heure dégager 4 arbres qui étaient sur la route. Mais ce qu'il faut dire, c'est que nous n'avons pas encore bien mesuré l'après-cyclone, parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai sillonné tout la nationale 1, oui. Sur la côte au vent, eh bien, il y a encore des arbres sur la route. Les services responsables sont en train de faire ce qu'il y a à faire. J'ai vu d'ailleurs des pompiers qui sont venus en renfort, des pompiers de France, et qui dégageaient cette partie de la route. Et trop rapidement, je crois, les gens sont allés sur la route. On va parler de notre point, Rémi. Ce cyclone a également été dévastateur pour les agriculteurs et les éleveurs également. Bien sûr. Alors, il faut déjà dire que dans cette région du sud, Basse-Terre, où c'est la banane qui est la culture la plus fréquente, eh bien, il y a 90%, on peut dire, de la production qui est à terre. Hein. Alors, vous avez eu des témoignages, on le rappelle, hein, vous êtes à la tête du magazine Tandakaïou, donc c'est vrai que vous connaissez également beaucoup d'agriculteurs. Alors, des éleveurs aussi qui nous ont appelés, parce que souvent, l'élevage en Guadeloupe, c'est un élevage diffus. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des petits élevages de 15, 10 têtes de bétail par des particuliers, et les gens, souvent, n'ont pas d'abri. Et donc, ils ramènent au plus loin des cours d'eau, mais souvent, eh bien, lorsqu'on est devant une catastrophe comme ça, qui est un peu inattendue, puisque la force de ce phénomène était plus importante que prévu, eh bien, les eaux sont arrivées jusqu'à ces animaux et ils ont perdu certains animaux. Merci beaucoup, Rémi, d'être venu sur le plateau pour ce témoignage. On a beaucoup parlé des dégâts occasionnés par l'ouragan, l'occasion de faire un point sur l'état du réseau routier. Jean-Gabriel Quilin, bonsoir. Bonsoir à vos téléspectateurs. Vous êtes directeur de route de Guadeloupe. Le cyclone Maria a-t-il endommagé notre réseau ? Alors, endommagé au sens où on l'entend, on n'a pas encore fait les évaluations nécessaires pour voir ce qui s'est passé au niveau des ouvrages d'art, etc. Il est un fait certain, nous avons eu de gros dégâts par rapport à des arbres tombés, par rapport à des réseaux tombés sur le réseau, sur les axes routiers. Donc, un blocage quasi total de l'ensemble du département aux premières heures après le passage du phénomène. Alors, l'élan de solidarité qui existe entre voisins, est-ce que cet élan gêne, j'ai envie de dire, la progression de vos équipes sur le terrain ? Alors, vous savez, il y a plusieurs catégories de réseaux. Il y a les réseaux de proximité, donc ce que j'appellerais les radicelles, hein, les petites voies qui permettent à mener jusqu'au domicile final. En revanche, il y a les grands axes routiers, c'est-à-dire les routes nationales, les routes départementales que nous gérons au sein de Routes de Guadeloupe. Il faut savoir que ces axes-là servent bien sûr au déplacement, à la circulation routière, mais elles servent aussi de support aux différents concessionnaires de réseaux par rapport à des réseaux de haute capacité, que ce soit le téléphone mobile ou fixe, hein, ce sont des grosses artères de communication, ou que ce soit l'eau ou que ce soit l'électricité. Donc ce sont plutôt des câbles à moyenne tension, voire à haute tension, qui jalonnent nos réseaux et qui occupent nos réseaux. Donc il est toujours très délicat d'intervenir, et c'est pour ça qu'on ne préfère pas que les particuliers, que même en cas de solidarité, interviennent de façon intempestive sur les axes routiers, puisque souvent, lorsque les arbres tombent, lorsqu'il y a des éboulements, il y a des câbles électriques ou téléphoniques qui peuvent être abîmés et perturber, je dirais, la remise en service de l'ensemble des réseaux qui nous sont nécessaires, que ce soit l'électricité, que ce soit l'eau ou que ce soit le téléphone. Et on a compris justement ce conseil de prudence. Une dernière question, Monsieur Quilin. Vous prévoyez un retour à la normale, je veux dire, est-ce qu'il y a un calendrier qui a été fait, quel jour à peu près, pour un retour à la normale ? Écoutez, je dirais qu'au moment où je vous parle, à peu près 50% du réseau est opérationnel. Donc il reste des points durs, hein, bien sûr,
donc que ce soit la route des Mamelles qui est un axe sensible, et avec le vent et la pluie, nous avons énormément de végétation qui est tombée sur la chaussée. Donc nous avons commencé le dégagement, puisque on ne pouvait pas commencer aux premières heures non plus, puisqu'il y avait encore de fortes rafales de vent. Donc nous avons commencé, nous avons progressé un peu après la cascade aux écrevisses dans le sens Pointe-à-Pitre dans le sens Petit-Bourg vers Pointe-Noire, mais il y a énormément de végétation sur cet axe-là. Donc il restera probablement fermé demain, voire après-demain, si nous ne trouvons pas de gros éboulements, de gros mouvements de terre. Ensuite, une fois que la houle sera calmée, je pense qu'on pourra procéder à la réouverture de la RD6 entre Vieux-Fort et Gourbert, après nettoyage bien sûr. Donc à chaque fois, vous avez des points qui demeurent sensibles. La RN2 au niveau de Pigeon Bouillante aussi, par rapport au pont Boursault et à la rivière Boursault qui a débordé. On l'a vu. Ouais. Voilà. Donc tout ça, ce sont des points qui demeurent sensibles et sur lesquels il faut mobiliser de très gros moyens que nous n'avons pas pu acheminer par rapport aux difficultés de circulation sur le réseau. Donc demain sera un jour où nous allons travailler de façon très intense aussi encore et en collaboration avec les autres concessionnaires de réseau par rapport à la neutralisation des réseaux principalement électriques avant de pouvoir intervenir de façon sécurisée. Tout ça dans l'objectif de donner des axes de circulation sûrs à nos compatriotes où ils pourront se déplacer en toute sécurité. Merci. Et j'insiste, je profite de votre antenne pour insister sur le fait que les badauds, les gens qui viennent faire des photos, c'est gentil, mais il y a des gens qui travaillent. C'est extrêmement important pour le mouvement des matériels, pour le mouvement des personnels, par rapport à l'abattage des arbres, etc. Ça ralentit la progression de nos forces. On aura compris. Merci. Voilà. Merci beaucoup Jean-Gabriel Aquilin, on l'aura compris, la prévention avant tout. Et une partie de la Guadeloupe est dans le noir depuis hier soir. Certains s'apprêtent d'ailleurs à passer une deuxième nuit avec les moyens disponibles dans la maison. Entre tradition et modernité, voici la vie des gens privés d'électricité par Maria. Alex Robin et Cédric Météon. Le réseau électrique a été particulièrement mis à mal par l'ouragan. Ce midi, 40% des usagers d'EDF, soit 80 000 personnes, étaient privés d'électricité en Guadeloupe. On avait déjà appelé plusieurs fois l'EDF pour leur dire que les poteaux, il y avait 2 poteaux bien pourris là. Ils ne sont jamais venus, ils ne sont pas venus, ils ne se sont pas occupés de ça. Donc finalement, on s'attendait à ça. Ici, à Petit-Bourg, plusieurs secteurs sont dans le noir. Pour la deuxième nuit consécutive, chacun s'adapte à sa manière. Ce soir, la voiture de cette famille restera sur le bord de la route. Concernant la lumière, on va gérer sans. On va faire avec des bougies. Et puis on va attendre avec beaucoup d'impatience le matin, le soleil. En attendant l'aurore, la bonne vieille bougie, Maria, replonge la Guadeloupe dans l'ambiance d'antan. Oui, c'est la bougie comme on entend longtemps. Ça change un peu, hein? Oui, mais vu notre jeunesse, on connaît déjà ça. D'autres, plus modernes, font tourner les groupes électrogènes. Le solaire est aussi de la partie, une adaptation dans l'air du temps. La vie s'organise autour d'elle donc la nuit, puisque c'est le point de rassemblement, donc le point lumineux, donc qui est le point central, le point de vie, et donc on n'est pas perturbé effectivement par l'absence donc de lumière d'EDF. C'est le soleil même la nuit. C'est le soleil même la nuit, effectivement. Pas question de Tim Bois Sec ce soir, mais une dissertation familiale autour d'un prénom féminin qui s'inscrit désormais dans la légende des cyclones. Voilà, entre tradition et modernité. Et dans cette Guadeloupe où Maria a passé par endroits rouleaux compresseurs, arbres et forêts, il y a de belles histoires de solidarité qui fleurissent dans les quartiers. C'est le cas à Petit-Bourg où les habitants n'ont pas attendu l'arrivée des professionnels du déblayage. Marilyn Plaisir et Philippe Hernando. Comme lui, beaucoup n'ont pas résisté à la violence de l'ouragan. Enracinés depuis des décennies et parfois même depuis un siècle, Maria les a tout simplement plaqués au sol. Et à Carrère, 2 arbres centenaires ont donné des sueurs froides aux propriétaires et aux locataires de ces maisons.
On a entendu un gros plouf et je disais à ma locataire que peut-être c'est la mezzanine. Et donc, du coup, c'est le lendemain, en se réveillant, on découvre que c'était l'arbre à pain. Il y a eu du bruit, mais en fait, il y avait tellement de vent. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était l'intensité en fait, des rafales de vent. C'est en fait cet ensemble de choses qui font qu'à un moment donné, oui, on a compris qu'il y avait des choses. La nuit du cyclone, Sandrine et sa famille l'ont passée chez Renise. Alors au réveil, tous ont pensé au pire. On s'est dit qu'on a eu beaucoup de chance parce qu'au final, une vitre cassée pour un véhicule qui vient de se recevoir un arbre, une véranda qui est plus ou moins intacte, le manguier qui tombe du côté de la route, on s'est dit que oui, on était bénis des dieux. Toute la matinée, Renise attend des agents municipaux pour retirer les troncs d'arbres. Mais en début d'après-midi, ce sont les habitants du quartier qui retroussent leurs manches. Et le chef de troupe, le voici. Depuis les premières heures du jour, Bruno et ses amis dégagent routes et ruelles. Depuis bon matin, nous adorons comme ça. Ah ouais, nous avons coupé au moins 5 pieds filles à pain. Nous adorons et nous ne battons rien. Nous ne pas besoin d'argent, nous ne pas besoin de ça. Là, nous en communauté, nous entre nous, c'est ça qui fait plaisir. Solidarité entre voisins, ça je tiens beaucoup. Si je suis demandé à l'eau et j'ai pris le coup de là que j'avais dans la voiture, je donne un coup de main. Mais je ne connais personne. J'ai dehors les gens parce que aussi c'est le quartier, c'est la famille. Et en une demi-heure, l'équipe de choc vient à bout du labeur. Je ne m'attendais pas. J'attendais, bon, je dis peut-être la commune viendra demain. Et là, tout d'un coup, j'ai vu qu'il y avait plein de monde. Mais ailleurs, sur les axes routiers, les renforts de la sécurité civile mettent les bouchées doubles. Car les automobilistes doivent pouvoir circuler au plus tôt. Voilà, comme quoi de belles histoires quand même. L'île de la Dominique qui a subi de plein fouet les assauts de l'ouragan Maria. Les communications sont quasiment interrompues. L'île est presque coupée du monde selon les dernières informations. Les dégâts sont considérables. Naomi Green, guadeloupéenne d'origine dominicaise, est avec nous par téléphone. Bonsoir, quelles sont les dernières nouvelles dont vous disposez ? Alors, les nouvelles que j'ai actuellement, je peux vous dire déjà que 97% de la ville de Viekaz et Portsmouth, tous les toitures sont complètement parties. Nous avons 4 disparus dans la ville d'Odan et ils ont retrouvé aussi déjà quelqu'un décédé. Donc, elle a été enterrée direct. La commune de Marigot, pas de communication. Alors, les nouvelles que je vous donne, ce sont des nouvelles que j'ai directes de la police. Donc, on est connecté via la station de la police, en fait. J'ai aussi un numéro à communiquer pour les élèves de Ross University, en Dominique. Donc, est-ce que je pouvais donner maintenant? Allez-y, allez-y. Alors, c'est le 1-800-4-8-8-8-7-9-10. Je reprends. 1-800-4-8-8-8-7-9-0. Alors dites-nous, Naomi, est-ce que quelque part vous craignez de revivre le même calvaire que lors du passage de la tempête Erika? Moi, je dirais pire. Je dirais pire parce qu'actuellement, vous avez même des stations de police où, par exemple, à Viekaz, Portersville, il y a des endroits où carrément les stations de police sont complètement endommagées. Normalement, il y avait un hélico qui devait sortir de Martinique pour aller donner un coup de main au Premier ministre Skerrit pour qu'il puisse survoler l'île. Par rapport au mauvais temps, il n'a pas pu décoller finalement. Donc, personnellement, moi, j'ai pas de nouvelles de ma famille, mais vraiment rien du tout. Donc, on s'attend au pire. Mais bon, on reste quand même positif. Merci beaucoup Naomi pour ce témoignage. On vous souhaite également bonne chance pour reprendre contact très rapidement avec votre famille. Saint-Martin à présent. Saint-Martin qui tente de se relever après les dégâts occasionnés par l'ouragan Irma. Saint-Martin qui s'apprête dans une moindre mesure à affronter Maria. Josiane Champion est avec nous depuis l'île du Nord. Bonsoir Josiane. Dans quel état d'esprit la population se prépare-t-elle à accueillir Maria, même si visiblement Maria a déjà s'est quelque peu fait ressentir déjà? Oui, effectivement, Jérôme, les effets du cyclone Maria ici à Saint-Martin se font ressentir, surtout depuis le début de l'après-midi, on va dire.
avec le vent d'une part, bon, qui ne souffle pas très fort en continu, mais avec quand même des rafales qui, elles, peuvent présenter un réel danger, parce que rien ne les arrête finalement sur leur passage. Beaucoup de choses ayant été détruites par Irma, dans le bâti aussi la végétation, donc le vent a le champ libre et comme par ailleurs, malgré le déblaiement qui a commencé, eh bien les abords des rues sont encore jonchés de débris de toutes sortes, et notamment de tôles, de cadres de fenêtres ou de morceaux de verre. Eh bien, ce vent peut facilement les soulever et les projeter. Et c'est ce que j'ai vu d'ailleurs tout à l'heure vers 18h. Une rafale partir de la mer, balayer la rue et puis ensuite emporter une tôle sur son passage. Et je peux vous dire qu'il vaut mieux pas se trouver là. Et puis il y a aussi les pluies. Alors là aussi qui sont pas vraiment très fortes, mais qui sont continues et qui vont durer, dit-on, 24 heures. C'est ce que prévoit la météo. En tout cas, donc ça va faire 24 heures jusqu'à demain après-midi maintenant, avec là un risque d'inondation. D'ailleurs, surtout les autorités qui ont appelé les habitants, notamment des zones basses, les zones les plus exposées, comme le quartier d'Orléans, Cancas ou encore Concordia, bien se protéger en se mettant en hauteur ou dans les étages, ou alors dans les abris qui ont été réactivés pour le passage de ce cyclone Maria. Alors, si l'ordre de confinement a été respecté, les abris, eux, n'ont pas vraiment été pris d'assaut. Je me suis rendue ce midi à la cité scolaire de la Savane, où le lycée sert d'abri. 150 rations militaires, 150 lits de camp et également des packs d'eau ont été préparés pour Maria. C'est d'ailleurs un petit peu moins que pour Irma. Mais sur place, en fait, les seules personnes qui sont venues se protéger dans cet abri, ce sont finalement des sinistrés Irma qui sont là depuis quasiment 15 jours. Alors, merci. Comment venus, il faut dire que ceux dont les maisons étaient exposées à Irma, et bien finalement, ils sont déjà partis, ils ont trouvé refuge ailleurs entre-temps. Donc voilà, et là, c'est vrai que les gens sont... En fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les nerfs commencent un petit peu à lâcher, parce que les gens qui ont, par exemple, qui n'ont plus de toit, voilà, donc ils voient que l'eau peut encore provoquer des dégâts. Une longue attente. Voilà. On aura compris, Josiane Champion, que c'est une longue attente. Merci beaucoup. Et on poursuit. Le passage de l'ouragan Maria a été au cœur des commentaires, tweets et posts des réseaux sociaux cette nuit et aujourd'hui. Yasmina Yakou nous rejoint pour en parler. De nombreux internautes comme celui-ci ont été surpris de la progression spectaculaire de Maria, qui est passée de la catégorie 1 à la catégorie 5 en quelques heures. Bonsoir Yasmina. Bonsoir Jérôme. Après le passage du phénomène, les internautes ont-ils le moral à zéro ? Non, ils ont plutôt le moral et ils sont même déjà prêts à se relever car oui, ils ne s'attendaient pas, personne ne s'attendait à une telle intensité, mais nous avons tous retenu une bonne leçon, ne plus jamais sous-estimer un ouragan. Et toute la journée, malgré les coupures d'électricité, malgré les problèmes de réseau, ils étaient nombreux sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et bien sûr, les dégâts de Maria en Guadeloupe, aux Saintes et à Marie-Galante étaient au cœur de leurs préoccupations, ainsi qu'une autre île, celle de la Dominique. On l'a vu, le pays a été ravagé encore, et même si ici nous pensons déjà nos plaies, comment ne pas penser, comme le dit cet internaute, à cette île voisine, alors que notre s'interroge et s'inquiète pour tous ces rescapés d'Irma venus de Saint-Martin, venus de Saint-Barth, se réfugier chez nous, et qui finalement se retrouvent face à un nouvel épisode cyclonique. On en a parlé largement dans ce journal, les effets de Maria ont été plus importants que prévu. On a vu cette terrible inondation à Pointe-à-Pitre, par exemple, et une internaute a voulu exprimer son ras-le-bol en partageant cette photo d'époque où Pointe-à-Pitre connaissait déjà des inondations avec ce commentaire « Aucune évolution ». Et pour finir, après Irma, José, Maria, certains s'attendent presque à ce que la série noire continue. Espérons quand même que ce soit une fin de saison sans mauvaise surprise. On l'espère quand même, on l'espère. Merci Yasmina. Cette image à présent, un séisme de magnitude 7,1 a eu lieu à Mexico et ses environs. Le bilan provisoire est déjà très lourd. Il fait état d'au moins 49 morts. Voilà pour cette image. Retour chez nous avant de se quitter. Je vous rappelle que nous sommes en vigilance grise cyclonique, ce qui veut dire de rester confinés, de laisser les services de secours faire le nécessaire pour un retour à la normale au plus vite. Nous serons en vigilance grise au moins jusqu'à demain, 12 heures.
Puis Annick Girardin, ministre des Outre-mer, est arrivée aux environs de 19h à l'aéroport Paul Caraïbe. Une visite qui fait suite au passage sur notre archipel de l'ouragan Maria. Et puis la compagnie à Caraïbes annonce que tous ces vols interrompus en raison de la fermeture de l'aéroport sont reportés à demain, mercredi. Avant de se quitter, je vous rappelle l'information principale de ce journal, c'est l'ouragan Maria. Ce phénomène de catégorie 5 n'a pas épargné la Guadeloupe, principalement les îles du Sud, Marie-Galante et les Saintes. Le bilan provisoire fait état d'un mort du côté de Capesterre-Belo. Un arbre s'est écrasé sur un homme et 2 disparus du côté de la Désirade. On notera également d'énormes dégâts. Et puis cette information également, toutes ces informations sont disponibles, vous le savez, sur notre site internet. Je vous invite à y aller. L'adresse est la suivante, guadeloupe.lapremière.fr. Notez également que la reprise des courses ne se fera pas demain. Elle est reportée à une date ultérieure. L'information revient demain, d'abord en radio à partir de 5h avec toute l'équipe des matinales, en télé 13h. Et moi, je vous donne rendez-vous demain à partir de 19h. Très belle soirée à tous et à demain.